Bonjour à tous, encore Boukanyari. Dans cette vidéo, on ne va pas faire de fact-checking, mais on va plutôt faire une analyse détaillée de deux vidéos. Une vidéo de TV5 Monde et une autre de France Inter. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre le lien entre la DGSE et la ligne éditoriale des médias français pour traiter l'information sur la crise malienne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait fait une première vidéo sur la thématique qui nous a permis de comprendre le contour de cette affaire-là. Quand la LCI avait voulu faire des démonstrations erronées sur le Mali, quant à la cartographie des acteurs impliqués dans le conflit malien, notamment les groupes terroristes, et on a compris comment les lignes éditoriales sont orientées aujourd'hui. Et dans une autre partie de cette vidéo, nous avions démontré que les journalistes ont la vocation de démontrer des hypothèses qui ont été posées depuis le départ de l'opération Barkhane. Et dans cette vidéo, on va comprendre beaucoup de choses par rapport à cette thématique et par rapport à cette orientation médiatique vis-à-vis du Mali. Nous allons d'abord écouter la première vidéo qui est la vidéo de TV5 Monde. C'est une vidéo d'une émission organisée par la chaîne en invitant Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali, et Tiaman Hubert Koulibaly, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, et Nyagalem Bagayoro, une experte aujourd'hui, qui est invitée sur plusieurs plateaux sur la question du Sahel. Donc on va écouter la première vidéo et après on revient pour donner notre analyse. La première question, Tiaman Koulibaly, le Mali est-il donc, comme on se le demande ce soir, au bord du gouffre? Les djihadistes sont-ils aux portes du pouvoir? Écoutez, moi j'ai eu des entretiens avec des collègues à vous, je leur avais dit que ce n'est pas du tout ce que je pense. Même s'il est clair que la situation est difficile et que le Mali court des risques de grands désordres et de ruptures qui pourraient profiter à certains groupes, ça c'est clair. Mais le sensationnalisme que moi je perçois dans beaucoup de médias aujourd'hui, disant que tout va tomber, tout va s'effondrer, nous n'en sommes pas là encore. Une jeune TikTokeuse, Koulibaly, une jeune TikTokeuse fusillée en public, certes ce n'était pas aux portes de Bamako, on sent quand même qu'il y a peut-être un cap qui est franchi. Absolument. Absolument, il y a un cap qui a été franchi là. Cette séquence, elle est très intéressante dans le sens où le journaliste pose une première question. Une première question pour savoir si Bamako va tomber ou pas, ou si le régime de la transition va tomber ou pas. Donc, la réponse de Tiaman Koulibaly était négative. Donc, selon cette réponse négative, ça n'a pas plu aux journalistes. Et en plus, Tiaman Koulibaly a utilisé un mot très intéressant pour mieux comprendre l'intention de ces journalistes quant au Mali. Et c'est déjà, en fait, l'intention de plusieurs journalistes français aujourd'hui. Hein. Donc, Tiaman Koulibaly dit qu'aujourd'hui, lui, il est en train de constater une forme de sensationnalisme dans les médias français quant au Mali, parce que ces médias ont toujours affirmé que Bamako va tomber, Bamako va tomber dans le chaos et le régime va tomber dans la main des djihadistes. Donc sa réponse a été négative. Au lieu de demander à Tiaman Hubert Koulibaly d'avancer son argumentation, le journaliste ramène une autre affaire qui n'a rien à voir avec la première question qu'il a posée. Le journaliste glisse un élément émotif, alors que ce monsieur Koulibaly a dit qu'il y a aujourd'hui une forme de sensationnalisme dans le traitement de l'information quant au Mali. Donc du coup, déjà, le fait de glisser cet élément émotif dans le débat, donc ça donne raison à Tiaman Hubert Koulibaly sur cet aspect. C'est qu'aujourd'hui, il n'a pas le moyen de contredire ce que Tiaman Koulibaly a affirmé. Donc du coup, on va glisser cette affaire qui n'a rien à voir avec la première question. Donc c'est une technique qui est appliquée dans le monde journalistique pour pouvoir se défendre, pour pouvoir défendre sa thèse. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce journaliste a posé cette question parce que la thèse est partagée par plusieurs médias français aujourd'hui. Donc, cette séquence-là, ça montre tout simplement
qu'ils ont cette volonté de masquer la réalité au Mali aujourd'hui. Moi, quand même, personnellement, j'ai bien aimé la réponse de Tchema Hubert Koulibaly, malgré qu'il reste aujourd'hui l'une des personnes qui s'oppose à la transition, mais sa réponse était honnête, mais malheureusement, nous n'avons pas compris en détail son argumentation suite à la deuxième question qui a été posée par le journaliste et finalement qui n'a rien à voir avec la première question posée. Une autre séquence de cette émission est très intéressante et ça nous intéresse. C'est une question posée par ce même journaliste avec une réponse claire donnée par Nyaralem Bagayoko, mais finalement qui n'est pas acceptée par le journaliste dans son entièreté. Donc on va regarder cette séquence aussi et après on revient, on fait une analyse sur celle-là. Niagale Bagayoko, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Alors tout à l'heure, Timan Koulibaly disait non, les djihadistes ne sont pas aux portes de Bamako, il n'y a pas un risque d'effondrement imminent. Tout de même, est-ce que ce n'est pas un échec cuisant pour ces militaires au pouvoir qui se sont détournés de la France pour aller vers un allié russe? Est-ce que ce n'est pas un échec? Timan Koulibaly parlait aussi d'exactions de mercenaires, il n'a pas cité les Russes. On imagine Timan Koulibaly qui est toujours avec nous, de Wagner notamment, qui n'existe plus sous ce nom. Échec ou pas des militaires au pouvoir? Mais c'est un échec collectif, c'est-à-dire que depuis 2012, tous les acteurs qui ont essayé de contenir, voire d'éradiquer, avec une ambition, à mon avis, démesurée, la progression et surtout l'enracinement du JNIM, ont échoué. C'est le cas de la France. Ça a été le cas des forces africaines qui ont été déployées. On a oublié le G5 Sahel, défunt désormais, mais il y a eu ces tentatives-là. C'est le cas également des autorités au pouvoir aujourd'hui, tout comme de leurs partenaires russes. Donc, du coup, on ne peut pas être plus clair que ça. Mais avant de nous intéresser à la réponse donnée par Nyaralem Bagayoko, c'est qu'on va essayer de voir comment le journaliste a structuré sa question. C'est-à-dire que là, une première réponse a été donnée par Tchema Hubert Koulibaly, qui était une réponse négative à sa question. Il s'attendait à une réponse positive. Mais par contre, il reformule les argumentations de Tchema Hubert Koulibaly en retirant des éléments qui l'intéressent. Par exemple, il parle par exemple de l'exaction, voilà, il parle d'autres choses pour pouvoir orienter les argumentations de la prochaine intervenante qui est Nyaralem Bagayoko. Mais malheureusement, sa réponse a été claire. Elle dit tout simplement que l'échec il est collectif. Cette guerre n'a pas commencé au temps de la transition. Donc, cette guerre des terroristes, ça existe depuis 2012. Donc, c'est une réponse claire donnée à sa question. Mais finalement, si vous regardez la façon dont il a structuré sa question, du coup, ça pose beaucoup de questions sur l'honnêteté de ce journaliste. Qu'est-ce qu'on constate concrètement? Ça veut dire tout simplement, ces questions n'émanent pas de la volonté de ce journaliste. Et il est en train de respecter une ligne éditoriale qui dure depuis une semaine sur la question malienne. Et d'ailleurs, on revient un peu sur la première question posée à Tchema Hubert Koulibaly quant au massacre de Mademoiselle Cissé, la TikTokeuse à Tonka. Donc, il a demandé si un cap a été franchi. Donc, nous, on va répondre à cette question très rapidement. Donc, on revient un peu sur la première partie qu'on a analysée. Le journaliste a posé une autre question. Le fait que Mademoiselle Cissé, qui a été tuée à Tonga, la TikTokeuse, est-ce qu'il demande si un cap a été franchi? C'est comme s'il est en train de demander si c'est vraiment une première fois que ça arrive au Mali ou finalement si les terroristes ont dépassé les limites. Je dirais non. Si vous regardez, vous rappelez-vous, en 2016, il y a eu des cas comme ça qui ont accusé l'armée française. Donc, on va regarder quelques articles à ce sujet. Donc, si vous revenez, donc je vais vous afficher cet article-là de VOA Afrique qui a diffusé ça le 6 novembre 2016. Vous regardez juste le titre de l'article. AQMI diffuse une vidéo sur l'exécution de 2 Maliens accusés de collaboration. Donc, si vous descendez en bas, ici, vous allez voir les responsables qui sont cités. Al-Qaïda au Maghreb islamique, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda a diffusé une vidéo montrant l'exécution par arme à feu de 2 Maliens accusés de collaboration avec les forces militaires françaises présentes au Mali pour combattre les djihadistes. Donc,
clairement, on voit que ça a été fait en 2016 parce que ici, les civils ont été exécutés parce que tout simplement, ils ont collaboré avec l'armée française, les forces françaises de l'époque. Donc, un autre article qui a été qui a été rédigé par Sahel Intelligence. Ici, le titre montre clairement Mali exécution d'un Touareg pour collaboration avec les forces françaises. Il y a eu même des voix officielles qui se sont levées contre ce type d'exaction au Mali, c'est-à-dire tuer les civils parce que ils ont collaboré avec les militaires françaises ou des forces internationales au Mali ou les militaires maliens, tout simplement. Donc du coup, ici, on peut même voir un article rédigé par, comment dirais-je, par Human Rights Watch sur la question. Donc sur la question de ce type d'exécution. Donc là, on peut faire une petite recherche et voir est-ce que si la France est citée ou pas. Donc vous voyez bien, ici, je vais vous faire la lecture. Je vais vous faire la lecture pour que vous compreniez. Donc, le groupe a également incendié plusieurs bâtiments du gouvernement local et a détruit une tour de communication. Lors des réunions publiques et dans les tracts distribués dans les villes et les villages, le groupe a menacé de mort la population locale si elle collabore avec les forces françaises, le gouvernement ou la mission de maintien de la paix de l'ONU. Donc, maintenant, et là, ça a été rédigé en 2015. Donc, pour répondre à la question du journaliste, tout simplement, un cap n'a pas été franchi. Non seulement il n'a pas la bonne information, sinon il n'aurait pas posé cette question à Tiama Hubert Koulibaly. Donc là, maintenant, la réponse de Nyarale Bagayo, elle est intéressante dans le sens où cet échec est partagé. Vous savez, au fait, comment la participation des forces internationales, l'armée française et d'autres forces ont contribué au développement et à la propagation en fait, des groupes djihadistes. Quand à partir de 2012, il y avait 2 groupes djihadistes majeurs au nord du Mali. On avait le Moudjahou, on avait Ansardine, qui étaient typiquement 2 groupes djihadistes présents au Mali en 2012. Bon, il y avait la présence de Al-Mouraboutoun, qui était plus entre la frontière de Mauritanie et le Mali, un peu au Burkina Faso. Ça existait. Maintenant, il faut se poser la question, comment ces groupes djihadistes se sont propagés jusqu'au centre, au sud. Peut-être on va faire une nouvelle vidéo sur cette question pour vous montrer. Mais pour vous faire la petite histoire, vous savez que quand l'armée française est arrivée au Mali avec l'opération Serval, donc il y avait quand même des mouvements terroristes qui collaboraient avec les mouvements rebelles, le MLA à l'époque. Donc les mouvements par exemple, qui avaient des tendances djihadistes dans leur groupe, c'est le HEIA, ça va être le MMA, le mouvement arabe pour l'Azawad, le HEIA, c'est le Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad. Donc, ils regorgeaient des anciens d'Ansardine et des anciens de Moudjahou dans leur groupement. Mais la France a décidé de collaborer avec ces groupes pour pouvoir mater l'État islamique au Grand Sahara. Donc, ça a été fait dans le temps. Peut-être dans une autre vidéo, on va faire la démonstration comment ça s'est dégringolé et comment ça s'est déplacé jusqu'au centre du Mali. On va maintenant s'intéresser à Nicolas Lerner, le directeur général de la DGSE, qui a fait une intervention sur France Inter et qui a donné des éléments un élément capital pour mieux comprendre l'orientation des lignes éditoriales des médias français quant au Mali aujourd'hui. On va écouter son intervention sur France Inter. Après, je reviens pour vous faire une analyse. Carte du djihadisme mondial, il y a un endroit qui clignote en ce moment, c'est le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le JNIM, qui est le groupe Al-Qaïda au Sahel, arrêtez-moi si je me trompe, le JNIM encercle en ce moment la capitale malienne, Bamako. On demande aux Français de rentrer. Est-ce que c'est une situation hors de contrôle ? D'abord, l'Afrique aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, et singulièrement le Sahel, mais on se focalise nous sur le Sahel parce que c'est là que nous avons nos intérêts, y compris historiques. Mais si l'on regarde aussi l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique est aujourd'hui devenue l'épicentre du djihadisme, à la fois en termes d'action, il n'y a pas une journée sans qu'un attentat terroriste ne soit pas commis, de victimes, et je pense à ces milliers, dizaines de milliers de victimes civiles de ces pays-là, mais je pense aussi au fait que
un nombre très important de cadres des organisations terroristes qui avant provenaient de pays arabes, aujourd'hui sont des cadres africains. Donc l'Afrique est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme et menace directement nos intérêts, les intérêts français dans la région. Mais nous avons aussi en mémoire le fait que laisser s'installer des groupes terroristes, laisser se constituer les sanctuaires, a toujours donné dans l'histoire récente de nos pays ensuite des projets d'attentats projetés. Donc nous devons forcément être très attentifs. Et la situation en effet est celle d'une dégradation lente mais continue depuis le départ des troupes françaises à compter de l'année 2020. Personne ne s'en réjouit. Et une dégradation en effet plus rapide au Mali depuis cet été, et cette volonté du JNIM d'encercler Bamako avec un objectif politique qui est de faire tomber Bamako. Mais avec juste, là encore pour être concret, la possibilité que le Mali devienne un État en partie contrôlé par des terroristes, comme c'était le cas en 2013 avec ce risque qui avait d'ailleurs conduit François Hollande à l'époque à intervenir. Les renseignements que nous avons montrent que le JNIM n'est pas nécessairement ni en capacité, ni à la volonté elle-même, cette organisation, de contrôler le pays, de contrôler le Mali, conscience aussi de ses limites. En revanche, tout laisse à penser que le JNIM souhaite la chute de la junte et souhaite l'installation d'un pouvoir qui soit en effet favorable à l'installation d'un califat sur toute ou partie du territoire malien. Donc, on vient d'écouter le patron de la DGSE, Nicolas Lerner. C'est qu'il a son argumentation, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut ressortir, qu'on retrouve dans les médias français aujourd'hui. Il a dit que le JNIM a la volonté de faire tomber Bamako, le régime. Et aussi, il a donné une autre information. Il dit qu'il y a une situation de dégradation depuis le départ de l'opération Barkhane. Donc, c'est ce qu'on se disait dans notre vidéo. C'est que dès le départ de l'opération Barkhane, les médias sont sortis en disant que Bamako ne pouvait pas tenir suite au départ de l'opération Barkhane. Donc, ça fait 5 ans que nous sommes dedans. Et ça fait 5 ans que cette hypothèse ne s'est pas affirmée. Donc, du coup, maintenant, si vous regardez, cette argumentation du directeur général de la DGSE a été reprise par les médias français et par les journalistes français. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il n'y a pas vraiment un travail journalistique très poussé par rapport à la question malienne, mais tout simplement, les médias tiennent leur information de la part de la DGSE. Parce que, tout simplement, là, quand vous regardez exactement, mot par mot, les mêmes argumentations posées par le directeur général de la DGSE et repris par les médias sans finalement de contenu factuel. Donc, ça reste à se poser des questions par rapport à la volonté de ces journalistes de mener des vraies recherches, des véritables recherches sur la question malienne. Donc, vous l'aurez compris, hein. Donc, du coup, pour finir, je dirais tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de travail journalistique sur le Mali. On est dans l'observation donnée par la DGSE et on se base sur ça pour faire des affirmations. C'est d'ailleurs, vous voyez les journalistes faisant des commentaires non maîtrisés. Et même dans l'émission de France Inter, quand la journaliste a posé la question et dit le JNIM, Al-Qaïda au Sahara, si je ne me trompe pas. Donc, si vous regardez un peu, ça veut dire que tout simplement, sa ligne éditoriale est orientée sans que elle-même, la journaliste, maîtrise l'information qu'elle est en train de traiter. C'est ce qui est vraiment grave, hein. C'est ce qui est vraiment grave. Ça porte atteinte à la déontologie journalistique aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai travail journalistique, il n'y a pas un vrai travail d'enquête poussé par ces journalistes. Tout simplement, c'est des médias qui relaient une information qui est donnée par la DGSE. La DGSE peut se tromper, comme tout le monde peut se tromper sur la question malienne. Et d'ailleurs, ça a été le cas, hein, depuis le départ de la Barkhane. Les médias ne veulent pas se tromper sur cette question. Ils veulent pas se tromper sur la question malienne parce que ils ont émis des hypothèses depuis fort longtemps qu'ils ont du mal à démontrer. Donc maintenant, si cette argumentation est tenue par la DGSE, ils ne peuvent que s'accommoder à cette argumentation pour donner des affirmations ou pour donner des informations qu'ils ne maîtrisent pas. Le premier élément fondamental dans le monde du journalisme, quand on donne une information, il faut maîtriser l'information. Mais là, on est dans la lecture, on est dans la reprise, on est dans le mimétisme de ce qui est donné ailleurs et non un véritable travail journalistique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour pouvoir parler autre chose. Peut-être on va revenir sur la question des mouvements terroristes et comment ça s'est aggravé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui vers le centre, vers le sud. Donc, comme Nyarele Barayo a dit, l'échec
il doit être partagé entre tous les acteurs qui ont participé à ce conflit, à la résolution de ce conflit, y compris la France. Donc du coup, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer à écouter ces contenus et très prochainement, on vous reviendra avec des informations et d'autres analyses sur la thématique. Et portez-vous bien. À très bientôt.